Alors, pour situer ceux qui ne connaissent pas la Société des plantes, on est quand même 400 km au nord-est de Montréal. Alors, c'est un lieu qui est venteux et frais. Et je travaille manuellement, donc pas de tracteur, pas de travail mécanisé. Donc, c'est un travail à plus petite échelle. Et je suis à la recherche de cultures donc, qui s'adaptent bien à un système d'exploitation manuel. Et pour mes envies gastronomiques, donc je fournis aussi des restaurants, donc je suis à la recherche de différentes cultures qui vont élargir la palette des goûts, des textures et s'adapter à un système le plus autonome possible. Donc, c'est ce qui motive mes choix de sélection pour les plantes. Souvent, ce sont un très haut niveau d'autonomie. Donc, j'ai découvert par mes recherches cette plante qui n'est pas exploitée. Alors, j'ai trouvé à l'époque une source de semences qui était en Angleterre, Chiltern Seeds, qui vendait ça. En fait, j'avais vu mention de cette plante dans un livre ancien. C'est en fait une cousine de la mâche, corn salad, et qui semblait bien adaptée pour une culture estivale, donc une période où on a de la misère à étirer la saison de la mâche quand il fait chaud. Mais comme c'était un début de culture, ce n'est pas une plante qui est adaptée, qui est souvent cultivée. Donc, il faut retourner au début. Donc, c'est vraiment une expérience, je dirais, proche des sélections primitives de l'agriculture préhistorique, on pourrait dire. Vraiment degré zéro de la sélection, beaucoup moins savant que ce que vous avez entendu précédemment. Alors, c'est une plante qui a été cultivée dans le bassin méditerranéen, qui est sauvage, parmi les oliviers, dans les oliveraies. Alors, une plante qui fleurit, qui semble être plus du tout disponible commercialement, mais accessible par les échanges d'amateurs. Donc, c'est une plante très belle qui fleurit. Donc, elle est connue comme plante à fleurs pour les amateurs de botanique, mais pas du tout comme légume. Et c'est devenu un peu une plante fétiche à la Société des plantes. Donc, pour la comparer avec la mâche, qui est sa plus proche parente, j'ai mis tout en bilingue ici. Donc, les feuilles, vous allez voir dans les photos, peuvent devenir quand même beaucoup plus grosses que les feuilles de mâche et les rosettes aussi. Et on peut la cultiver, elle ne va pas pousser bien dans les conditions hivernales comme la mâche. Je cultivais la mâche dans des tunnels non chauffés, mais la doucette d'Alger va être cultivée en plein soleil pendant la canicule avec succès, sans devenir trop forte. Et le goût est toujours plus proche du goût de noix qu'on peut retrouver dans les radicchio ou les chicorées en général, sans être aussi amer que les chicorées. Alors, j'ai juste fait un petit historique du travail vraiment de sélection de base. Donc, on a semé 1er juin. Et donc, on peut voir que la levée des graines est irrégulière. Donc, c'est une plante pour laquelle il n'existe aucune variété nommée. Donc, il y a eu comme... on peut penser qu'il n'y a eu comme aucun vrai travail de sélection. Alors, il y a beaucoup de graines qui ont levé, qui ont germé, mais 2 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard. Donc, il y a un travail de sélection à faire déjà au niveau de la rapidité de germination. Et donc là, on voit 12 jours après le semis, le résultat. Donc, 20 jours après le semis, on voit que ça n'a pas poussé très fort. OK, donc rendu le 4 juillet, c'est le début vraiment de mon travail de sélection. On aperçoit qu'il y a des feuilles qui sont beaucoup plus argentées et des feuilles qui sont d'un vert plus soutenu. Et déjà, on peut voir beaucoup de différences au niveau du volume de production. Ce que j'ai trouvé intéressant, parallèlement, j'avais une autre culture en sélection qui était une laitue ancienne, la Baccheux. C'est de voir ce qui peut venir avec la couleur des pigmentations des feuilles. Donc, dans le cas de la Baccheux, plus les feuilles étaient rouges, plus la feuille était charnue, épaisse.
Dans le cas de cette plante, plus les feuilles étaient argentées, comme celles qu'on voit dans le haut, plus elles étaient charnues aussi, plus épaisses. Et comme on pourrait penser que ça pourrait être intéressant comme légumes de cuisson, ça pourrait être une autre lignée de sélection. Ici aussi, on sélectionne on voit la plante ici, qui commence déjà à vouloir lancer ses fleurs. Donc, c'est trop tôt. Donc, un peu comme la laitue, on les mange tout de suite. Ce qui est bien dans un système comme le mien à très petite échelle, c'est que tous ceux qui ne sont pas sélectionnés peuvent être vendus quand même au restaurant du village, qui sont très contents d'avoir des légumes, même si c'est les rejects. Alors, ils sont très bons. Et c'est intéressant d'analyser le goût des plantes rejetées aussi, parce que contrairement à mes attentes, les plantes qui devenaient plus grosses et qui fleurissaient prématurément n'étaient pas amères. J'aurais pensé que le goût, l'amertume, serait venu plus vite que ça. Donc ici, on voit, ce sont deux plantes qui ont été semées à la même date. Exactement. Donc, il y a vraiment beaucoup... C'est vraiment l'intérêt de faire du travail primitif de sélection. C'est comme un des plus grands plaisirs, je trouve. Donc là, on voit après la première sélection. Le 18 juillet, donc on avait semé 1er juin. Donc là, on voit le début de la floraison. Donc, on voit que la texture des feuilles il y a un petit côté dentelé. C'est quand même assez différent de la mâche. Donc, ici, on peut voir le début de la floraison. Donc, il y a quand même un peu de régularité après. Là, il y a eu comme 2 étapes de sélection. Et le fun commence à arriver. En fait, il y a des plantes comme ça. Au début, je me disais « Wow, c'est comme incroyable, j'ai fait une découverte, personne ne cultive cette plante. » Mais on comprend à produire les semences pourquoi certaines plantes sont oubliées. Parce que, OK, en faisant des recherches sur Google, sur Phaedia cornucopia, tout ce qui sort, c'est à propos d'un trait qui s'appelle hétérocarpie. Donc, c'est la plante par excellence qui est hétérocarpique, ce qui signifie qu'elle a plusieurs façons différentes de produire ses semences. Alors, c'est son assurance, elle est assurée d'avoir des graines qui vont soit pouvoir flotter ou partir au vent ou partir avec les fourmis. Donc, il y en a qui restent pris dans la plante, il y en a qui tombent toutes seules. Donc, c'est un gros défi pour la récolte. Dans mon système à moi, je génère mes propres mauvaises herbes. Alors, c'est comme, vraiment, je génère beaucoup d'invasions de plantes dans mon jardin. Donc, ça, c'en est une. Donc, je suis assuré d'avoir chaque année, j'ai des grosses populations de doucettes qui sont j'appelle ça positive weeding. Tout va au restaurant. Tout ce qui est sarclé, mais c'est que ça occupe le sol au lieu de vraies mauvaises herbes. Donc, je trouve que dans un système un peu de planche permanente en permaculture comme chez nous, c'est une invasion qui est bienvenue. Alors, vous allez voir que la floraison est très belle et c'est vraiment devenu la plante préférée des abeilles. Chez moi, je suis hôte depuis récemment de ruches d'abeilles qui sont malades. Donc, elles viennent un peu en sanatorium dans un jardin où il y a beaucoup de bourraches et de plantes qu'elles aiment. Et cette floraison, les abeilles ne veulent pas la quitter même s'il est 10 heures le soir ou qu'il pleut. Elles font tout pour rester sur la fleur, encore plus que la bourrache. Donc, on voit une abeille là, dans le milieu là, qui est... ce qui est intéressant, c'est on voit que la façon que les fleurs sont organisées, c'est dans la famille de la valériane qui a été reclassée dans les caprifoliacées, donc honeysuckle family.
Donc, c'est un peu comme le Pembina, High Bush Cranberry, qui est très... donc, c'est la structure de la floraison est très similaire. Et les graines qui apparaissent suite à la floraison sentent un peu le Pembina, le High Bush Cranberry. Donc, je trouvais ça intéressant au niveau botanique. Le flèche est ici. Donc, le problème, c'est quand les graines arrivent. Donc, vous pouvez voir que la plante qui est là, elle est en pleine production de semences, mais elle est encore en pleine floraison. Alors, je vais avoir des gros plans plus tard. Donc, toutes les premières années, j'allais chercher les graines avec un contenant. On peut couper les ombelles, mais j'ai commencé à faire des sélections séparées des individus qui donnent le plus de graines en même temps. Donc, j'imagine que c'est ce qu'ils ont fait à la préhistoire avec les plantes sauvages. Donc, il y a vraiment un individu sur peut-être 25 qui a beaucoup de graines en même temps et dont les graines vont rester collées après et ne pas tomber toutes seules. Mais il faut que je finance mon projet de sélection, donc je récolte le plus de toutes les graines et je vends les graines du plus de plantes possible. Mes petites sélections vont servir à la prochaine génération dans 2 ans. Je dois étirer pour rentabiliser tant que les graines sont viables. Donc, on voit... Est-ce que vous voyez les graines? Alors, elles restent prises dans le milieu comme très liégeux et c'est vraiment difficile de les sortir, ça reste collé. Donc, et elles vont continuer ça produit pendant 2 mois et demi environ, contrairement à la plupart des cultures. Donc, ça, c'est ce dont a l'air l'invasion après que vous avez récolté les semences de la récolte de l'an passé. Ça, c'est ce dont avait l'air le tapis cette semaine. Donc, l'invasion qui reste après le travail du sol l'année d'après. Donc, c'est le bonus du travail de récolte de semences. Ouais. Ah, voilà, c'était tout simple. C'est tout.